Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bon, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver donc en ce vendredi et en ce dernier live donc de ce mois de mai qui a été très enrichissant au niveau littérature. Ce soir, mes chers amis, on reçoit donc Marie Alondiga qui va venir nous présenter son livre aux éditions d'Avalon, L'enfant sur le toit. On aura l'occasion dans quelques instants d'avoir la chronique de Sonia. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? Je suis encore toute bouleversifiée. C'est un livre prenant, poignant, qui, je peux dire, m'a fait pleurer. Eh bien, écoute, on t'écoutera dans quelques instants et j'ai hâte d'entendre ta chronique, effectivement. Nous aurons, pour ceux qui connaissent l'émission, l'occasion d'avoir l'extrait de Marie, où là encore une fois, j'insiste, et là je peux le dire, mettez un écouteur, puisqu'en plus le son est pas très fort, donc vous aurez l'occasion de mieux entendre. Et en plus, il y a des bruitages sur cet extrait, vraiment, et on est bien plongé dans l'univers du livre. Donc n'hésitez pas à mettre des écouteurs. Nous aurons la question de l'invité et bien entendu le rendez-vous que vous commencez à connaître maintenant et que vous adorez tous, le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marie? Marie, elle a toujours écrit, contrairement à ce qu'on pense, même si elle a publié tard, elle a toujours écrit, mais elle publiait dans sa poubelle. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment et pourquoi elle s'est décidée à arrêter de gaspiller des écrits qui devaient être, à mon avis, aussi beaux que ceux qu'elle nous offre. Donc, j'aimerais bien savoir à quel moment elle a compris que non, il fallait qu'elle se lance. C'est Eh bien, important. écoute, on t'écoutera toi aussi dans quelques instants. Et puis, je vous rappelle, mes chers amis, que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30. Vous flashez ce QR code sur Facebook et sur YouTube. Vous venez poser vos questions en direct. Le but du jeu pour les auteurs, c'est d'y répondre. Et je vous propose tout de suite de recevoir Marie Alondiga. Et bonsoir Marie. Bonsoir Florian. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler donc de ton univers livresque, répondre à l'ensemble de nos questions et surtout pour nous parler de ce nouveau roman, L'enfant sur le toit, inspiré de faits réels aux éditions d'Avalan. Mais avant toute chose, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci de m'accueillir pour parler de ce roman donc, qui vient de sortir. Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir, hein. Tu es déjà venu dans cette émission et je suis ravi de pouvoir te montrer justement les nouveautés de cette nouvelle émission. On en a parlé en coulisses. Tu connais le principe, hein, les personnes sont déjà très présentes, vont poser leurs questions en commentaire. Le but du jeu pour toi, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, avec tes mots à toi, est-ce que tu peux nous dire qui est Marie Alondiga? Qui est Marie Alondiga? Je viens d'écouter ce qui a été dit. Oui, effectivement, j'ai toujours écrit et je détruisais aussitôt ce que j'écrivais. Je voulais surtout pas que ça soit pas lu pendant très longtemps. Et puis un jour, j'ai écrit, ça s'est enchaîné jusqu'à ce que ça donne un roman. Et puis là, je me suis dit, maintenant que c'est un roman, pourquoi pas publier? Et puis bon, après, de fil en aiguille, c'était pas prémédité en fait au départ, mais ça s'est fait un peu tout seul, voilà. Donc et maintenant, j'écris, je lis, je fais des recherches, voilà, je passe mon temps à faire ça. J'anime des ateliers d'écriture aussi également, et pas mal de rencontres avec les scolaires, notamment avec les recherches et ce roman qui sont au programme puisque c'est l'histoire, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a pas mal d'échanges avec les scolaires, voilà. Oui, on va avoir l'occasion d'en parler effectivement, hein, que ton livre se passe sur fond de Seconde Guerre mondiale, donc on va avoir l'occasion d'en parler. Je sais qu'il y a des passionnés d'histoire qui nous regardent ce soir, mais comment tu t'es lancé dans l'écriture? À quel moment tu t'es dit: «Je vais écrire un livre»? Je me suis jamais dit: «Je vais écrire un livre». J'ai toujours écrit parce que je peux pas faire autrement, en fait. Je peux pas m'empêcher d'écrire. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de je sais pas, tout ce qui se passe dans ma tête, j'ai besoin de le mettre sur du papier. Donc j'écrivais parce que c'était plus un besoin, en fait, d'écrire. Je me suis jamais dit: «Je vais écrire un roman». J'ai écrit un roman, parce qu'à un moment donné, je me suis dit: «Je vais, écrire la suite de ce que j'ai écrit hier», en fait. Et je me suis plus dit ça et au bout d'un moment, ça a donné un roman. Mais je m'étais pas dit au départ: «Je vais écrire un roman». C'était une histoire que j'avais envie de raconter, qui prenait forme dans ma tête,
Et voilà, ça a fait un roman. Ça s'est mis, c'est quand mes enfants étaient petits qu'ils faisaient la sieste. En fait, pendant la sieste, bah, c'est là. Je commençais, le lendemain, je faisais la suite, Et au bout d'un moment, voilà. Puis après, voilà, tout s'est enchaîné. D'accord. Alors, on aura l'occasion effectivement de parler de l'ensemble de ton univers livresque tout à l'heure avec Mm. Séraphine, mais le livre qui t'a fait connaître, entre guillemets, du grand public, c'était celui-ci, Minuit avec Iggy, qui était sorti aux Mm. éditions Nombre 7, qui était Ouais. un roman. Est-ce que tu peux nous en parler? Mes nuits avec Iggy, c'est un roman sur le pouvoir de la musique, qui raconte l'histoire d'une femme qui est fan inconditionnelle d'Iggy Pop depuis son adolescence, qui est même plus que fan. Elle est convaincue que c'est l'homme de sa vie, donc elle passe son existence à lui courir après, de concert en concert, en espérant un jour vraiment pouvoir l'approcher de près. Et puis, à un moment donné, elle est victime d'un accident et plongée dans le coma. Elle vit une expérience de mort imminente à ce moment-là. Et à son chevet, bah, sa sœur bah, se dit, je vais essayer de la ramener en lui passant du Iggy Pop. Et donc, elle obtient le droit de lui passer ces morceaux-là à son chevet à l'hôpital. Et il y a un chef d'orchestre qui, lui, est féru de Stravinsky, qui a assisté à l'accident et qui se dit non, non, Iggy Pop, ça marchera jamais. Il n'y a que Stravinsky qui a ce pouvoir-là. Et donc, à son chevet, s'improvise une espèce de duel musical entre Iggy Pop et Stravinsky pour essayer de la ramener à la vie pendant qu'elle est toujours dans son expérience de mort imminente où tout se mêle aussi, son passé, ce qu'elle entend, ce qu'elle perçoit de ce qui se passe dans la chambre ou pas, et de ses souvenirs. Voilà. D'accord. Et comment t'es venue l'inspiration justement pour écrire ce livre? L'inspiration, ça faisait longtemps, en fait, j'avais envie d'écrire sur Iggy Pop. J'avais cette idée de le mettre un peu d'écrire sur lui, mais je voulais pas raconter sa vie, je voulais pas faire une biographie. Je voulais vraiment faire un personnage un peu en filigrane pour montrer en fait le pouvoir de la musique sur les gens qui existent depuis la nuit des temps. Les bols tibétains, on passe de la musique au chevet des patients. Enfin, il y a vraiment un pouvoir de la musique, mais j'avais envie de mettre Iggy Pop, parce qu'en général, c'est plutôt de la musique classique. Mais ça a mis un peu de temps avant de trouver, parce que je voulais pas qu'il y ait que lui, je voulais un autre musicien, je voulais vraiment qu'il y ait deux univers qui se chevauchent. Et j'ai mis un certain temps à trouver qui mettre en face. Et j'avais vu le ballet de Béjart, The Presbyterian, où il mêle Mozart et Freddie Mercury. Et c'est là que je me suis dit, ça va être de la musique plutôt classique, enfin, un compositeur classique. Et ensuite, c'est une chanson de Gainsbourg où quand il dit entre Mozart et Stravinsky, et là, je me suis dit oui, Stravinsky, là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est Stravinsky qu'il faut en face d'Iggy Pop. Voilà. Et de là, après ça s'est écrit pas tout seul, mais après, ça a filé en fait de façon assez naturelle finalement. Voilà. D'accord. Ben voilà, donc Minuit avec Iggy, donc de Marie Alondiga aux éditions Nombre 7. Donc vraiment merci pour cette présentation. Alors il y a pas mal de questions qui arrivent déjà donc sur ton nouveau roman, hein, puisqu'on rappelle que tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre L'enfant sur le toit, inspiré de faits réels aux éditions d'Avalon. Mais il y a une première question donc de Laurent qu'on salue. Bonsoir Laurent, qui nous dit bonsoir. Vu le sujet de ce roman, n'a-t-il pas été trop dur de l'écrire? Oui, ça a été difficile. Il m'a fallu, je sais pas, plus de 4 ans, 4-5 ans de recherche documentaire pour pouvoir écrire ce livre. Et c'est vrai que j'ai passé donc plusieurs années où j'étais tellement plongée dans les recherches que je ne lisais que sur le sujet, je regardais des documentaires ou des films que sur le sujet. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je vais arriver au bout? Parce que bon, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on a toujours l'impression d'avoir tout vu, tout entendu, mais non, il y a toujours une surenchère de l'horreur, de ce qui s'est produit, de ce que les gens ont subi. Je me suis vraiment posé la question à un moment donné, est-ce que je vais pouvoir terminer ces recherches et terminer ce roman? Donc j'ai même fait une pause à un moment donné au milieu, et puis je m'y suis remise et je suis arrivée au bout. Mais oui, effectivement, c'était difficile. Voilà.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi parle ce roman? Quel est son pitch exactement pour ceux qui nous regardent ce soir? Alors le roman, c'est l'histoire d'une jeune femme, juive qui est déportée à Auschwitz avec, sa famille, avec ses fils, ses jumeaux, son mari, ses parents et seul, son bébé, a échappé à la rafle et n'est pas déporté. Et donc, Rachel Lachman, donc le personnage principal, va affronter l'horreur et les sévices du camp avec pour espoir, ce qui la tient, c'est de revoir un jour sa petite fille. Est-ce qu'elle a survécu ou pas? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle ne sait rien. Et elle espère, enfin, l'espoir la fait tenir et elle espère la revoir un jour. Et à un moment donné, elle vole un carnet dans lequel elle commence à écrire tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle subit et tout ce qu'elle a vécu avant. Enfin, ce carnet, c'est un peu elle écrit à sa fille, elle parle à sa fille à travers ce carnet, d'une certaine manière. Et en même temps, dans le camp, il y a un autre personnage, Günther Schmidt, qui lui est un psychiatre qui est rattaché au camp pour sonder le psychisme des nazis, pour faire en sorte en fait que l'horreur se produise à la cadence souhaitée. Et ces deux personnages vont à un moment donné, le destin de ces deux personnages vont s'unir dans la quête de ce bébé disparu, cet enfant sur le toit, en fait. Voilà, c'est ça le sujet du roman. Eh ben, écoute, en tout cas, merci à toi. Beaucoup de questions, hein, justement, qui arrivent. Frédéric, qui est avec nous, bonsoir, qui nous dit: bonsoir. Avez-vous écrit ce livre pour que les gens n'oublient jamais ce qui s'est passé, pardon, pendant cette période? Alors, c'est vrai que bon, ce livre rentre dans le devoir de mémoire et pour qu'on n'oublie pas. Au départ, c'était pas l'objectif de ce livre. J'ai commencé ce qui a donné l'envie et le besoin d'écrire ce livre remonte assez loin. Quand j'étais en troisième, comme beaucoup, j'ai vu le documentaire Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Et ce documentaire m'avait beaucoup marqué. Et à partir de là, la question c'est pourquoi? Comment l'humain arrive à faire des horreurs pareilles à un autre humain? Et j'ai commencé les recherches pour répondre à cette question. Pourquoi? Pourquoi ça peut arriver? Pourquoi c'est arrivé? Donc j'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Je vous avoue que je n'ai pas compris pourquoi, mais au bout d'un moment, je me suis dit que oui, effectivement, écrire là-dessus pour se souvenir, ne jamais oublier et ne pas reproduire si possible, ça pourrait déjà être peut-être quelque chose. Donc c'est venu dans un deuxième temps, mais il y a cet objectif aussi, effectivement. D'accord, on aura la chronique de Sonia dans quelques instants, hein, pour parler de ce livre. Et il y a une question de René qui revient un petit peu sur ce que tu disais en début d'émission, où tu as changé un petit peu de vie, si on peut le dire comme ça, où tu t'es lancé dans l'écriture, qui dit: changer brusquement de vie ne peut pas se faire sans déclic. Qu'en est-il pour vous? Alors oui et non, je dirais. Et déclic pour l'écriture, je ne sais pas si c'était un déclic. Quand le roman, enfin quand j'ai commencé à écrire et à ne plus jeter, c'est effectivement quand j'avais mes enfants pendant les siestes. Est-ce que à ce moment-là, ça a été un petit déclic peut-être. Je m'en suis pas trop rendu compte. En revanche, il y a vraiment eu un déclic un peu pour me consacrer vraiment que à l'écriture. J'ai eu un accident il y a quelques années qui m'a laissé alitée pendant plusieurs mois où je ne pouvais pas me déplacer. Et effectivement, là, il y a vraiment eu un déclic où je me suis dit, je vais faire que ça. J'ai envie de continuer à écrire, à faire des recherches, où là, il était plus du tout question de rien jeter, de rien jeter. Non, à ce moment-là, oui, vraiment écrire pour en faire des romans, pour que ce soit lu, pour en discuter, pour questionner, pour tout ça, oui, il y a eu des déclics après, à ce moment-là, oui. D'accord. Alors, je salue effectivement tous ceux qui nous rejoignent, hein. Je vois que Marie-Pierre Clamins est avec nous. Bonsoir. J'ai vu Bouchareb Colette qui est avec nous. Et justement, Bouchareb nous pose une question intéressante. Donc, on rappelle, hein, l'enfant sur le toit. Pourquoi ce titre, nous demande
Boucharel? L'enfant sur le toit. Euh, le titre, en fait, c'est l'histoire d'un enfant caché. Donc, sur le toit, parce que le bébé va être abandonné sur un toit par ses frères. C'est pour ça que ce bébé échappe à la rafle. C'est parce que les frères n'ont pas pu l'emmener quand ils allaient rejoindre leurs parents au début du livre, et donc l'ont abandonné sur un toit. Donc, c'était un mélange entre ce qui s'est passé dans le livre, c'est un bébé sur le toit dans le livre, mais comme on parle beaucoup d'enfants cachés, j'ai un peu mêlé les deux, donc l'enfant sur le toit. Voilà pourquoi le titre. Eh ben, merci à toi. Alors, il y a Madi Bertini, bonsoir, qui nous dit: Hélas, vous avez sûrement écrit ce livre pour ne pas que ça revienne. C'est plutôt utopique. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe encore aujourd'hui. Est-ce que pour toi, justement, c'est un message pour montrer aux gens ce qui s'est passé réellement, pour pas que ça se reproduise, justement? Ça serait bien, mais effectivement, c'est assez utopique quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Ça revient, en fait, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui et quand on voit ce qui s'est passé, je crois que ça me ramène à ma question initiale. Pourquoi l'humain a besoin pourquoi il en arrive à faire ça? Ma question, elle est toujours là, celle que j'avais au départ, je l'ai toujours, effectivement, quand on voit ce qui se passe, quand on voit. Et puis bon, il y a eu ce génocide à Auschwitz et dans les camps pendant la guerre. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le Rwanda, il y a eu l'Arménie. Enfin, il y en a eu beaucoup, malheureusement. Il y en a encore aujourd'hui. Ce qui se passe à Gaza, moi j'appelle ça un génocide. Pourquoi? Enfin, moi, je suis toujours dans ce pourquoi. J'ai pas la réponse. Mm. J'ai pas la réponse. Mais malheureusement, j'ai pas non plus la réponse. Ou qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrête les génocides? Enfin, Ouais. voilà, je suis toujours en questionnement. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à ça. Oui, parce qu'il y avait René qui demandait justement pourquoi avoir choisi ce sujet-là. Tu viens d'y répondre. Tu... Si, peut-être que tu peux répondre. Pourquoi avoir choisi vraiment de parler de ce sujet? Ce sujet, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment quand j'ai vu l'ampleur et l'horreur de l'horreur avec ces documentaires, ça m'a marqué. Mais effectivement, l'ampleur de l'horreur, elle y est dans d'autres génocides. Il n'y a pas que celui-là. J'ai pris celui-là parce que c'est sûrement le premier que j'ai connu, le premier dont on m'a parlé quand j'étais au collège. Donc, si on m'avait parlé Ouais, d'autre chose, s'il y en avait eu un autre avant, je pense que j'aurais été sur l'autre. Celui qui marque le plus, c'est celui qui nous fait découvrir l'horreur, sans doute, même si on s'habitue jamais à découvrir l'horreur. Enfin, il n'y a pas, bien y a sûr. pas d'échelle, je pense, là-dedans, hein. Mais c'est certainement celui qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Donc, pour ça. Mm. On aura l'occasion d'avoir la chronique de Sonia dans quelques instants. Et effectivement, j'ai vu le commentaire passer tout à l'heure où effectivement, en parallèle de ton travail de romancière, donc tu as mené des recherches historiques très approfondies. Je dirais un petit peu peut-être comme un parallépipède où dans ton roman, il y a plusieurs facettes. On voit tu explores des zones d'ombre, de l'âme humaine, des fractures de l'histoire. Et il y a justement Elisabeth qui nous pose une question intéressante, qui nous dit: le livre est inspiré de faits réels. Comment avez-vous trouvé toute cette documentation? Alors, dans la documentation, il y a beaucoup de choses. Il y a les témoignages de survivants. Ça, c'est surtout pour les déportés. Les essais d'historiens, les documentaires, parfois les témoignages de descendants. Voilà, c'est un peu un condensé de tout. Les archives aussi, évidemment, des mémorials ou d'autres. C'est vraiment une documentation au sens large. Je voulais, dans ce roman, on côtoie des personnages qui ont réellement existé et dont je décris le rôle. Donc il fallait que j'ai quand même des sources d'historiens, enfin des faits avérés, vérifiés. Et mes deux personnages principaux sont fictifs, mais en fait, ils sont le condensé de témoignages. J'ai voulu, notamment pour Rachel Lachman, pour La Déportée, à peu près tout ce qui lui arrive dans le roman, ce qu'elle décrit, c'est vraiment arrivé à des personnes qui ont témoigné là-dessus.
notamment, à un moment, il y a un épisode assez tragique avec le docteur Mengele qui brûle des enfants. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu d'une déportée qui a assisté à cette scène. Quand à un moment donné, elle participe au soulèvement du Sonder Commando pour mettre le feu à un crématoire, c'est un fait avéré. Des personnes ont témoigné, ont effectivement travaillé à l'Union de Verqueux, ont récolté la poudre, ont fait passer la poudre. Ce sont des choses qui ont existé. Donc mes personnages j'ai voulu par contre ne pas écrire l'histoire d'une personne qui a vraiment existé pour pouvoir avoir cette liberté de réunir en un seul personnage tous ces moments qui ont été des moments vrais, vécus dans le camp. Voilà. Justement, tu parles de ces moments justement de ce livre. Ce que je te propose, puisque je vois qu'il y a encore pas mal de questions qui arrivent et des questions intéressantes, c'est de recevoir Sonia justement pour la chronique. Notre chère Madame Robillard, donc, qui a lu ce livre, L'enfant sur le toit aux éditions d'Avalon. Ma chère Sonia, nous t'écoutons pour la chronique. 1943. Des barbelés, des corps décharnés, des yeux vides de toute vie, des crânes rasés, des hommes, des femmes, des enfants, arrachés à leur famille et à ce silence. Silence de résignation, silence, signe de mort, silence de clap de fin pour tous ces déportés juifs. Odeur, odeur de fumée, s'échappant des fours, odeur des corps putréfiés, odeur de la mort tout simplement. D'un côté, des hommes en liesse, qui mangent à leur faim et boivent jusqu'à en être saouls. Des hommes, des SS, des animaux qui prennent plaisir à faire souffrir, à humilier, à gazer et à piquer des humains qui n'ont rien demandé à personne à part vivre tout simplement. De l'autre côté, des femmes, des hommes, des enfants qui tentent de survivre comme ils peuvent, rester en vie pour retrouver les siens ou bien prier pour mourir au plus vite afin de ne plus subir, de ne plus souffrir. Et puis, nous avons Günther, psychiatre allemand, qui doit veiller à ce que les SS des camps gardent le moral et continuent leur affreux travail sans se poser de questions. Oui, mais Günther fait partie de ces rares hommes qui ont été embarqués presque malgré eux dans la folie d'un petit homme qui fait peur. Il obéit, mais il est écœuré par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il sent. Il a bien du mal à faire ce qu'on lui demande. Nous avons également Rachel, jeune femme juive, séparée de son mari, de ses 2 fils et de ses parents en arrivant dans ce corps de la mort. Rachel avait également une toute petite fille que ses frères ont pensé sauver en la laissant sur un toit. Qu'en est-il devenu de cet enfant? Rachel a trouvé un carnet. Ce carnet, elle va le chérir, le cacher au péril de sa vie. Dedans, elle y note tout pour qu'un jour elle espère quelqu'un le lise. Elle espère même que ce sera sa petite fille qui le lira. Tous les jours, elle écrit. Elle écrit la faim, la soif, la fatigue, les sévices, les actes de torture qu'elle subit. Elle raconte également ses sentiments de peur, de rage, sa peine, son envie de vivre, mais également celle de mourir. Ce carnet va également être un personnage à part entière dans ce livre, car il va lier Rachel et Günther. Comment un simple carnet pourra refaire naître un espoir perdu? Avec ce roman, inspiré de faits réels, Marie m'a bouleversée, m'a fait pleurer, mais ne m'a pas permis de fermer les yeux. Fermer les yeux, fermer ce livre sans l'avoir lu jusqu'à la fin, c'est fermer les yeux sur notre histoire, sur l'horreur de la guerre, sur la mémoire des disparus. Les personnages attachants se mêlent avec des personnages détestables, personnages émouvants, personnages écœurants. Un livre poignant, criant, un livre courage, un livre plus jamais ça. Merci. Merci Sonia, merci. C'est une belle chronique. Merci à vous. Merci à vous beaucoup Sonia pour cette moment de chronique. lecture. Qu'est-ce que tu as envie de... Un bon moment de lecture. Justement, qu'est-ce que tu as envie de rajouter, Marie, à cette chronique sur ce qu'a dit Sonia? Non, merci, c'est une belle chronique. Non, elle a vraiment balayé tous les aspects du livre, tout ce que moi j'ai voulu y mettre en tout cas. Et ouais, merci, vraiment. Les personnages, oui, c'est ça.
C'était important pour moi de décrire les deux côtés dans le camp, les déportés, mais aussi les Allemands. Alors la documentation a été beaucoup plus difficile à trouver, je vous le cache pas, mais j'en ai trouvé et c'est ce que j'ai voulu mettre aussi dans ce livre. Voilà, mais en tout cas, L'Enfant sur le toit, inspiré de faits réels aux éditions d'Avalon. Donc, on remercie encore une fois les éditions d'Avalon. Il y a une question intéressante de Laurent qui nous dit, les gens en général n'auraient-ils pas un meilleur respect de l'histoire de ces camps s'il n'y avait pas pour certains ce côté voyeurisme de la visite de ces camps? C'est souvent le débat, justement, c'est d'aller Mm. visiter les camps de concentration. Qu'est-ce que tu as envie de répondre? Alors, oui, je suis moi-même assez dérangée par ça, par ce tourisme de masse sur sur le camp d'Auschwitz notamment, des gens qui se font des selfies sur le camp. Enfin, enfin, ça me dérange pas mal. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire parce que c'est important qu'il y ait un moment mémorial, c'est important qu'il y ait quelque chose. Après ce tourisme-là, moi, me dérange personnellement. Je comprends très bien que les descendants de déportés ou comme ça aient besoin d'y aller parce que c'est leur histoire, parce qu'ils ont certainement quelque chose à y trouver. Après, ces voyages-là où on fait ça comme on ferait presque Disneyland, enfin, je caricature, mais je trouve ça assez dérangeant, effectivement. Donc, je ne sais pas quel équilibre on pourrait trouver pour qu'il y ait quand même un mémorial, parce que c'est important qu'il y ait quelque chose, on ne peut pas rien mettre. Bon, notamment Auschwitz, ils ont reconstruit certaines choses pour les visites. Bon, quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Parce que beaucoup de camps ont été complètement détruits. Les Allemands avaient ordre de liquider le camp, comme ils disaient. Donc après, on reconstruit pour montrer. Je sais pas. Moi, je vous avoue que ça me dérange aussi. Mais je sais pas ce qu'il faudrait faire pour trouver un équilibre entre faire un mémorial, quelque chose pour la mémoire, sans tomber dans ce voyeurisme, comme vous dites, qui est assez dérangeant finalement. D'accord. Sonia, tu veux rajouter quelque chose, toi qui justement s'est plongé dans l'univers de ce livre par rapport à ce que vient de dire Marie? Ouais, il faudrait pas qu'en fait un mémorial que pour les familles, qui puissent se recueillir quelque part, mais pas pour forcément les personnes extérieures. Parce que quand on voit, même il y a des voyages organisés pour y aller, c'est quand même impressionnant, quoi. C'est en style, on va en croisière, quoi. C'est voyage organisé, voilà, quoi. Oui, Mmh. et puis là-bas, on fait passer les gens au pas de course. Là, il y a ci, là, il y a ça, clic, 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 tout le monde prend. Enfin, Mmh. je... Mmh. c'est dérangeant. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais je trouve ça dérangeant, effectivement. Voilà. Effectivement. Il y a René qui nous dit pour Anna en 2018 et L'Enfant sur le toit en 2025 traitant d'un sujet similaire, quel message différent passe dans ces deux histoires? Alors, pour Anna, c'est l'ancêtre de l'enfant sur le toit. Euh, le message différent, l'enfant sur le toit va plus loin dans les recherches. Certainement, c'est assorti de ça, c'est enrichi. Les personnages sont nourris peut-être plus en profondeur. Dans L'Enfant sur le toit, j'ai remis tous les grades allemands. Il y a aussi du côté allemand, la hiérarchisation est plus, est plus vraie. Dans Purana, à l'époque, l'éditeur n'avait pas voulu mettre les grades en allemand, mais avait fait traduire en français, ce qui pour moi n'avait pas de sens, puisqu'il n'y a pas d'équivalent entre les grades de nazis et les autres armées. Donc avec L'Enfant sur le toit, je répare tout ce qu'il n'y avait pas dans Purana, si vous voulez. Voilà. Message différent, les deux sont sur Auschwitz, les deux c'est la mémoire. Le message, disons que c'est ne pas oublier, voilà, aussi, c'est de revenir avec ça pour ne pas oublier, effectivement.
En tout cas, Laurent nous dit merci Marie pour ce partage d'idées. En tout cas, merci beaucoup. Et Dominique Guéna qui est avec nous. Bonsoir Dominique et qui nous dit, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc effectivement, Marie-Pierre qui rejoint ce que vous disiez sur les camps, qui dit faire de l'argent sur des morts en fin de compte. Hein, c'est un peu ça, la visite des camps. Et qui nous dit donc Dominique, et c'est vrai aussi que plus le temps passe et plus la mémoire s'éloigne pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain. Et vu que l'on vit en ce moment, est-ce que le devoir de mémoire s'effrite pour vous, Marie? J'ai pas l'impression en fait qu'il s'effrite. Je fais pas mal, je fais des masterclass ou des résidences d'auteurs dans les établissements scolaires. J'ai travaillé cette année avec une classe de terminale. Donc le livre n'était pas sorti, mais on a travaillé en amont parce qu'il faisait tout un travail sur Auschwitz, justement. Bon, il n'était pas sorti, mais il était écrit, donc on a quand même travaillé sur des extraits et ainsi de suite. Non, je les trouve en fait particulièrement intéressés et impliqués. Je travaille aussi, là j'étais à la remise des prix il y a quelques semaines du concours national de la résistance et de la déportation, où je vais tous les ans, parce que souvent les classes avec lesquelles je travaille font aussi, pour certains, ce concours-là. Je les trouve assez impliqués, les jeunes en tout cas là-dessus, ceux avec lesquels je travaille. Après, je ne peux pas parler de tous en général. Mais et ce qui les questionne aussi beaucoup, c'est quand on leur dit, qu'on leur parle de plusieurs des déportés ou bien des résistants, et quand on leur dit ils avaient l'âge que vous avez aujourd'hui ou à peu près, au contraire, ça les amène à réfléchir, à se questionner sur ce qu'ils auraient fait, alors même si on ne peut pas répondre vraiment à cette question, ce qu'ils auraient fait ou ce qu'ils feraient, tant qu'on ne peut pas le dire tant qu'on n'est pas en situation, mais ça les amène à se questionner, par contre, je trouve. Donc, Ouais. j'ai pas l'impression, mais je pense que on a les auteurs, les professeurs, on a un rôle aussi à jouer avec les livres, avec les films, avec ces concours, justement à continuer à faire perdurer cette mémoire et surtout maintenant que les derniers témoins directs sont en train de disparaître. Il y a vraiment un travail à poursuivre et à approfondir là-dessus, je pense. Et justement, il y a Marie-Pierre qui nous dit, les jeunes, donc avec qui tu en parles justement Mm. de ce livre et de cette période de l'histoire. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui avec qui tu en parles font un lien avec Gaza? Oui, pas tous, mais oui, oui, alors, il y a un lien, mais et le lien avec eux, c'est le même lien qu'avec les adultes ou qu'on entend dans les médias. Mais oui, ils sont assez. C'est aussi la victime devient bourreau. Donc ça questionne. Il y a effectivement un lien. Et quand ils ne le font pas, moi je me permets de le faire en tout cas. Parce que c'est pas parce qu'on a subi l'horreur qu'on doit la reproduire. Enfin, la victime bourreau, elle se retrouve malheureusement pas que dans ce cas-là, elle se retrouve souvent. Et c'est un schéma qui serait bien de parvenir à casser. Euh, et je crois que il y a le lien, et puis en même temps, on se dit, on travaille sur la mémoire, et pourtant, ça se reproduit. Mm. Donc ça continue à questionner. Mais le lien se fait, oui, oui. Ils Bah, se il y questionnent, avait eu la, je pense qu'ils les jeunes, enfin moi j'ai l'impression en tout cas, qu'ils se questionnent et qu'ils réfléchissent beaucoup plus qu'on l'imagine. On caricature un petit peu, je trouve, les jeunes aujourd'hui avec les téléphones et les réseaux. Alors c'est vrai qu'ils sont beaucoup là-dessus, mais ça n'empêche pas qu'ils lisent. Beaucoup écrivent, je me rends compte aussi. Alors écrivent pas forcément pour faire lire, mais ils écrivent. Et ça les intéresse. Ça les intéresse, vraiment, je trouve. et, et je vois une question qui passe qui dit, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer ce style de livre comme le tien justement dans les programmes scolaires pour vraiment toucher au plus profond? Euh, Le mot imposé me plaît pas tellement, mais conseiller, oui, pourquoi pas. Alors ils lisent, hein, ils lisent déjà ce genre de livre.
Ils lisent, ils ont lu, là, il y a eu des livres sur le nageur Alfred Nakache, il y a eu même 2 livres d'Assouline et de Renaud Leblond qu'ils avaient lus. Ils lisent des témoignages, ils lisent, il y en a pas mal qui sont au programme. Il y avait un secret de Grimbert qui revient régulièrement au programme. Il y en a plusieurs. Alors que le mien rentre au programme, je ne suis pas contre, hein, mais évidemment, mais ils en lisent. Et après, c'est le travail des professeurs. Enfin, mis à part les livres qui sont vraiment au programme pour le bac, les professeurs sont assez libres après de choisir quels livres ils vont faire étudier aux élèves. Et après, les professeurs sont plus ou moins sensibilisés et vont choisir ce genre de livre. C'est à eux que revient le choix finalement. Voilà, D'accord. Eh ben, écoute, merci à toi et ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter l'extrait de Marie. avec plaisir. Donc on rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, que tu es avec nous, Marie, pour nous parler de ce livre «L'enfant sur le toit» aux éditions d'Avalon, hein. Donc on l'a vu avec, Sonia, effectivement, il y a toutes les questions qui ont été posées, que c'est inspiré de faits réels. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter cet extrait. Si vous avez un casque, mettez-le, puisqu'il y a des petits bruitages. Tout de suite l'extrait de Marie. Marie Méran présente un roman de Marie Alandiga, L'enfant sur le toit, aux éditions d'Avalon. 4 juillet 1943. Aujourd'hui, après la séance, on nous a laissés seuls au bloc 10. Nous étions 5, 3 de moins qu'hier. Chaque jour, plusieurs d'entre nous périssent sur la table. Ça ne leur pose pas de problème. Des convois, avec à leur bord des centaines de nouveaux sujets potentiels, arrivent quotidiennement. Parfois, je vois ceux que l'on appelle ici médecins aller faire leur marché parmi les nouvelles arrivantes. Pour leurs expérimentations, ce sont les femmes juives ou tziganes, âgées de 20 à 40 ans et mères d'un ou plusieurs enfants qui les intéressent. Ce matin, le docteur Kloberg m'a injecté une solution dans l'utérus. Comme à chaque fois, une violente douleur s'est répandue dans tout mon corps avant même qu'il n'ait eu le temps de retirer la seringue. Ce fut comme si, rongés par l'acide, mes organes avaient entamé leur décomposition. J'ai eu la sensation de brûler de l'intérieur et mon cœur s'est mis à cogner si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. L'insoutenable supplice m'a arraché un hurlement. Ce cri de bête que l'on cherche à abattre a sans doute agacé mon bourreau puisqu'un solide coup de poing sur le visage est venu me faire taire. Ensuite, c'est le trou noir. J'ai dû perdre connaissance. Quand j'ai repris mes esprits, Kloberg était parti. Sous mes côtes, le battement reprenait péniblement sa cadence habituelle. J'avais survécu, encore une fois. La jeune femme, allongée à ma droite, n'a pas eu cette chance. J'ai parcouru la pièce en quête d'un autre regard que le mien. Je n'en ai croisé aucun. Pas un mouvement non plus. Nous étions seuls. On devait nous croire toutes mortes. Je m'apprêtais à sonder l'état de mes jambes quand quelqu'un est entré. Pas un SS, ni un médecin, un capot. Un nouveau sans doute, je ne l'avais jamais vu auparavant. Dans un coin de la salle, il a déposé un carton, puis est ressorti sans même avoir levé les yeux sur nous. J'ai attendu. Plus personne n'est venu. Péniblement, je me suis hissé sur mes avant-bras et malgré la douleur toujours présente en moi, je suis parvenu à me mettre debout. Je me suis approché du carton. Il y avait peu de chance pour que quelque chose de comestible se cache à l'intérieur, mais la faim, mon inséparable compagne, me guidait. Parmi toutes les fioles remplies d'acide, une solution glucosée ou n'importe quoi qui puisse, pour un instant, calmer mon estomac se serait égaré. J'ai jeté un coup d'œil du côté de la porte, puis, fébrilement, j'ai tenté de détacher l'adhésif. De mes mains faibles, j'ai gratté l'emballage. Doucement, et puis plus fort, jusqu'à ce que le bout de mes doigts devienne rouge à mesure que mes ongles s'effritaient sur l'objet de mes convoitises, me fassent renoncer. J'avais beau mobiliser toute l'énergie dont je pouvais encore faire preuve, rien ne lâchait. J'avais mal, j'avais faim, et l'énervement était en train de prendre le dessus quand j'ai vu briller le bistouri. Je me suis alors prestement emparé de l'objet, oublié sur la table des instruments, pour découper la tâche, et enfin, j'ai pu soulever le dessus du colis.
Voilà donc pour cet extrait de L'enfant sur le toit, inspiré de faits réels, donc de Marielle Ondiga, qui est avec nous ce soir et qui répond à toutes vos questions. Alors je voyais Sonia pendant l'extrait qui effectivement était concentrée, je voyais Séraphine qui nous dira tout à l'heure, mais qui est en mode... voilà. Qu'est-ce que ça te fait, Marie, d'entendre ton livre en audio comme ça, avec cette ambiance un peu... j'ai pas les mots. Ouais, c'est intéressant, c'est étrange en fait déjà d'entendre l'extrait lu, mais c'est vrai qu'avec il y a une vraie mise en situation avec les bruitages, donc on est encore plus plongé dans le moment, dans cette peur, dans cet énervement qu'elle a pu ressentir. Ça nous plonge encore plus dans le vif du sujet, on va dire. Ouais. Non, Ouais. c'est bien, c'est assez intéressant. Ouais. Ouais. Il y a René qui nous dit effectivement ce livre est à lire comme un livre d'histoire plus que comme un roman. Est-ce que c'est plus un livre d'histoire pour toi ou est-ce que c'est plus un roman? Alors, c'est vrai que la documentation enfin, c'est vraiment, je raconte beaucoup de choses de l'histoire, donc on peut apprendre beaucoup de choses sur l'histoire. Ensuite, c'est une fiction, c'est un roman, et je tenais à faire une fiction parce que je pense que la fiction euh, est plus lue, enfin, par plus de gens. Disons que l'essai de l'historien est passionnant et intéressant, mais on franchit moins facilement le pas, à moins d'être féru d'histoire et de cette période, on va moins facilement aller acheter un essai d'un historien, qu'on ira plus lire une fiction. Donc effectivement, lire comme un livre d'histoire, oui, parce que c'est vrai que ce que je raconte, c'est arrivé. Donc c'est pas. La seule chose qui est vraiment fictive, et je le dis au début, c'est les Illich Programmes que j'ai moi inventé. Sinon, à chaque fois, il y a des notes pour dire à quoi ça renvoie, à quel programme, et ainsi de suite. Donc effectivement, ça peut être considéré comme enfin, on peut apprendre de l'histoire. Un livre d'histoire, bon, j'ai pas cette prétention-là, mais on peut apprendre un certain nombre de choses de l'histoire, effectivement. Je Après, ça dirais un reste roman l'histoire, historique. un Mm, roman historique, voilà, c'est vraiment un roman mm. historique. Et l'histoire de cet enfant caché, avec ensuite, on parcourt aussi les maisons d'enfants et tout ce qui est, tous les réseaux, le réseau Gasquet, tous ces réseaux-là ont vraiment existé. Donc, on peut voir ça comme une histoire, comme un livre d'histoire d'un certain côté. C'est une fiction, et c'est une fiction en même temps. Les enfants cachés, il y en a eu beaucoup, et c'est l'histoire de beaucoup de gens, en fait, de beaucoup de survivants, beaucoup de morts aussi. Il y a un petit peu. J'ai voulu tout mêler, mais il y a un peu de tout, effectivement. Ouais. Mm. Et toi, Sonia, qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur cet extrait? Je te Ça voyais me réagir. plonge dedans. Ouais, m'a replongé dedans. Et je connais la suite, donc c'est vrai que là, on se dit, ah, c'est la petite lueur d'espoir qui va la maintenir en vie, en fait, un certain temps, et jusqu'à ce que l'espoir revienne. Mais c'est vrai que tout ce qu'on on s'est imaginé, ce qu'elle a subi et ce qu'elle va subir après, et c'est vrai que rien qu'en entendant cet extrait-là, on se dit, ça commence beaucoup, beaucoup trop fort pour nos nerfs. Mm. Mm. Et c'est vrai, cet extrait, ce qui est décrit dans l'extrait, c'est cette expérience par le docteur Klauberg, c'est les expériences qu'il menait. Donc, le docteur Klauberg qui a vraiment existé, qui était à Auschwitz, et qui menait des expériences sur les femmes visant à les stériliser. C'était le génocide à l'envers, en fait. C'était on tuait ceux qui existaient et on faisait en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux bébés juifs qui naissent. Donc, ça fait aussi partie du génocide. Ce que je décris, là, dans cet extrait, enfin, c'est des faits avérés. Beaucoup de femmes ont subi ça. Beaucoup de femmes sont mortes sur la table, hein, parce que, bon, ils faisaient ces expériences. Celles qui survivaient, elles survivaient. Elles avaient droit à une autre expérience le lendemain ou plus tard. Et les autres, tant pis, des nouveaux cobayes arrivaient en permanence. Donc, en fait, c'était pas un problème pour eux. Voilà.
D'accord, merci beaucoup en tout cas. Ce que je peux te proposer maintenant, bah, c'est d'écouter la question de l'invité, puisque je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui nous rejoignent, hein. Donc on rappelle, hein, que tu es avec nous pour nous parler de ce livre L'enfant sur le toit aux éditions d'Avalon. Donc on l'a dit, un roman historique inspiré de faits réels. Donc c'est le lancer de jingle pour écouter la question de l'invité. Alors, la question de l'invité. Ce mercredi, nous avons reçu donc Petroni Rostagna, donc une auteure de thriller, et qui est venue nous présenter son livre Sur leurs traces aux éditions HarperCollins. Alors, Sonia, pour ceux qui nous regardent ce soir, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? Donc en fait, c'est un infirmier qui a perdu sa femme et sa fille, 7 ans auparavant, qui une nuit où il est de garde à l'hôpital, en fait, reçoit une maman tout affolée avec, ses 2 enfants qui se sont fait tirer dessus et au moment où les enfants sont pris en charge, le petit garçon décède, mais la maman disparaît et là, en fait, toute une enquête se met en place parce que c'est vrai que tout ce qui est médecins, forces de l'ordre se demandent évidemment, pourquoi elle a fui et en fin de compte, le passé revient au galop, voilà. Eh ben, en tout cas, c'est un livre à découvrir, hein, et on rappelle que vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission sur la page YouTube de l'émission. Donc voilà, Petroni Rostagna. Donc justement, chère Marie, quand on lui a dit que tu venais aujourd'hui, on lui a dit quelle question tu souhaiterais poser à Marie. Voici sa question. Oui, alors moi, bon, j'ose même pas imaginer, vu le thème de son roman, la difficulté de l'écriture et les recherches qu'elle a dû faire. Donc ça, j'en doute pas. Je pense qu'elle a dû passer des mois et des mois de recherche et que c'est une femme extrêmement passionnante et passionnée par ce thème. La question que j'aurais, moi, en effet, plus peut-être un peu personnelle, serait de dire, bah, Marie, donc ce roman donc part d'un fait réel. Hein, qu'est-ce qui a fait, quel est le déclencheur ou peut-être l'histoire dans l'histoire qui a fait que vous avez ressenti ce besoin d'en faire un roman. Voilà. Quel a été vraiment ce petit point qui vous a bouleversé au point de vous dire, il faut que je l'écrive, il faut que je le partage, que je fasse un roman, que les gens le lisent le plus possible, pour savoir ce point. Alors, ce qui a fait, alors il y avait tout d'abord, je parlais tout à l'heure du documentaire d'Alain Resnais. Après, ce qui a fait que j'ai voulu en faire un roman et que j'ai construit mon personnage comme ça, comme le condensé de plusieurs témoignages, c'est que quand j'ai commencé au fur et à mesure des recherches, bon, on lit, on entend, on voit beaucoup de choses, plus horribles les unes que les autres, et on se dit, à un moment, on a une certaine documentation, on a la sensation d'avoir à peu près tout vu et tout entendu sur ce qui peut se passer. Et il arrive toujours un nouveau témoignage. Il y a encore pire, il y a encore autre chose, il y a encore. Et on a l'impression qu'en fait, l'horreur, elle s'arrête jamais. On entend des centaines de choses et il y a encore un truc qui va venir nous choquer, nous questionner. Il y a encore, il y a toujours une marche supérieure. Il y a certainement encore des témoignages que je n'ai pas eus et qui vont raconter des choses encore toujours inimaginables. Et j'ai eu le sentiment, quand je faisais ces recherches et qu'à chaque fois il y avait une surenchère de l'horreur, de rejoindre ce qu'avaient pu ressentir, je mesure mes mots, hein, entre guillemets, ce qu'avaient pu ressentir les déportés quand elles parlent de l'humiliation. Parce que beaucoup disent que la première étape dans les wagons abbatiaux, quand on est serré, debout, on ne peut pas s'asseoir, ça dure 4 jours, 4 nuits, on est obligé de faire, les hommes ou les femmes doivent faire leurs besoins autour d'un espèce de petit seau devant tout le monde. Et j'ai lu des témoignages où des femmes disaient que c'était la pire humiliation de toute leur vie, de devoir faire leurs besoins devant tout le monde. Alors des hommes se mettaient avec des manteaux pour essayer de préserver un minimum d'intimité. Et elle disait à ce moment-là, j'ai l'impression que c'était la pire humiliation de toute ma vie. Et puis elles arrivent au camp. Et au camp, on va leur raser la tête. C'est encore une humiliation supplémentaire. Et ensuite, il y a le tatouage. C'est encore, on est comme des bêtes. Et à chaque fois, il y a une étape où l'humiliation
qu'elles ont jusque-là, elles se sont dit, c'était la pire humiliation de toute ma vie. Ben non, enfin, oui, peut-être jusque-là, mais il va y en avoir d'autres. Et à chaque fois, il arrive une chose supplémentaire qui fait que l'humiliation, elle ne s'arrête jamais. Parce qu'il y a les sévices physiques, il y a les maladies, il y a le manque d'eau, le manque de nourriture, les expériences, mais il y a cette humiliation permanente où on est rien, on n'est plus rien là-bas. Tout le monde se ressemble, c'est même pas des chaussures aux pieds ou à leur cul, n'est pas forcément à la taille. Les habits, c'est pareil. L'humiliation qui monte tout le temps. Et moi, dans ces témoignages, c'était ça s'arrêtait jamais. Et c'est là que j'ai voulu faire aussi construire un personnage avec tout ça, en faire un livre pour montrer cette escalade qui n'en finit pas, en fait, qui n'en finit jamais. Voilà. Pour essayer de recréer, entre guillemets, un peu ce qui a pu être la réalité. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Et effectivement, on peut retrouver cette ambiance noire, on peut le dire, dans ce livre L'enfant sur le toit, aux éditions d'Avalon. Et justement, la semaine prochaine, nous aurons la chance donc de recevoir une autre auteure, Dominique Guénin, qui viendra donc mercredi prochain nous présenter son livre Un sourire pour Chouloun, qui nous parlera justement d'un livre sur l'environnement, voilà, ou comment, pour faire du propre chez nous, on fait du sale ailleurs. Voilà, chère Marie, quelle serait la question que tu aurais envie de poser à Dominique? Alors Dominique, j'ai vu qu'elle est très engagée donc, dans la défense pour l'environnement. J'ai même lu quelque part qu'elle reversait ses droits d'auteur pour l'environnement. Et la question que je voudrais lui poser, c'est est-ce que ces romans l'emmènent justement à s'associer à des campagnes de sensibilisation ou bien des démarches dans des établissements scolaires, par exemple, ou associations ou autres, si ces livres servent à des campagnes. Voilà, c'est la question que je voudrais lui poser. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle aimerait que ça y contribue, que ça se mette en place. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour cette question. Donc, on lui diffusera, donc on le rappelle, ce mercredi 4 juin, 19h30. Voilà, donc pour Un sourire pour Chouloun, pardon, aux éditions rédactives. Voilà, une maison d'édition qu'on aime bien mettre en avant aussi dans cette émission. Et à toi, Marie, ce que je te propose, c'est de recevoir notre chère amie Séraphine. Notre chère amie Séraphine qui, je vois, est un peu chafouin, non? Tout va bien. Ouais. Alors, Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première heure de live? Qu'on sent, il y a beaucoup de retenue chez Marie. Marie, j'ai trouvé que tu arrivais à parler très, très calmement, très humblement de tout ça. Tu arrives à y mettre des émotions sans y mettre trop de sentiments. Tu arrives à avoir un recul nécessaire et je pense que peut-être que c'est justement les mois et les années de recherche qui t'ont permis ça, mais c'était assez impressionnant la douceur et la bienveillance que tu mets dans toutes ces horreurs. C'est ce qui m'a frappé le plus pour l'instant. Merci. Merci, parce que c'est ce sujet, il faut surtout pas tomber justement dans le pathos, dans la mise en scène. Et c'est ça qui est, c'est de réussir à être juste, voilà, être juste sans être voyeur, sans être tout ça. Et alors si j'y arrive, merci, tant mieux, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que c'est aussi de l'humilité, c'est surtout du respect par rapport à ces gens, à tout ce qui s'est passé. Le travail de mémoire, c'est avant tout du respect, je crois. Donc on peut faire un livre sur la mémoire, mais c'est vraiment, il faut que ça reste sur la mémoire et pas faire du spectacle avec. C'est je crois, la difficulté aussi de se lancer dans la fiction. Je sais que des éditeurs ne veulent pas, pour ce livre, j'ai 2 éditeurs qui m'ont appelé pour me dire ça nous intéresse, mais il faudrait le réécrire sous forme d'un essai. On ne veut pas de fiction. Et moi, je crois au pouvoir de la fiction, ou à la place de la fiction dans le récit historique, notamment pour toucher davantage de personnes qui ne liraient pas un essai. Mais en même temps, la fiction, elle ne doit pas être faite... ça rejoint ce qu'on disait sur la visite des camps et tout ça. La mesure, elle est...
voilà, on avance sur un fil, quoi. Faut pas basculer trop du côté du spectacle. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure exactement, justement. Ouais, Oui, c'est ça. ouais. C'est d'arriver à être, à avoir suffisamment de recul, mais en même temps avoir quelque chose à y dire et toucher le plus de monde. Et je pense que oui, Voilà, effectivement, ouais. le roman est un bon pied, voire indispensable. Ça fait Mm. partie des genres de surprises, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un roman historique et finalement on va y trouver tellement de détails qu'on va vraiment y apprendre des choses. Et je pense que c'est beaucoup plus impercutant, j'allais dire, important et percutant. Mm. Bon, merci. Ouais, c'est c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Ouais, voilà. Oui. Mm. Mais justement, en fait, c'est comme je le disais au début, c'est vrai qu'on a parlé de tes 2 romans, mais en fait, tu en avais déjà écrit 2 autres Mm. auparavant. Et justement, tu avais déjà touché ces faits-là te touchaient déjà à l'époque de Purana, qui est donc un roman que tu as écrit sous pseudonyme, mais qui touchait déjà euh, ce sujet-là. Tu as dit qu'effectivement, tu l'avais retravaillé, que tu avais refait des recherches. J'ai vu que tu avais aussi changé les noms Mm. des protagonistes. Mm. Pourquoi? Ça te touche au point d'avoir besoin finalement de le retravailler quelques années après? Tu sentais qu'il y avait des choses que tu n'avais pas dites? Oui, et puis le besoin de changer les noms, c'était pour pouvoir en rajouter, en fait. Sinon, j'étais trop dans d'autres personnages. Donc, il fallait qu'il y ait un vrai travail de recréation. Sinon, Oui, sinon j'étais un peu bloquée euh, là-dessus. Donc, c'était... oui, il y a toujours des choses à dire oui, là-dessus. Donc, bon, le prochain, ça sera historique. Enfin, je travaille sur un autre projet historique pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas dans le camp d'Auschwitz. Mais oui, je suis encore en train de faire des recherches là-dessus parce que bah, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. oui. Mais bon, là, je vais pas reprendre le camp d'Auschwitz quand même. Ça sera autre chose. Mais les recherches, je continue parce que je sais pas, il y a toujours des choses à découvrir, des choses à comprendre, des choses à... Et je suis convaincue que le devoir de mémoire est important et qu'on a, les écrivains ont vraiment un rôle à jouer là-dedans. Voilà. Mais justement, c'est marrant parce que ça part en fait d'un intérêt pour l'époque et puis d'une envie de le raconter. Et j'ai l'impression que finalement, tu es en train vraiment pas- de- presque de te spécialiser dans cette époque, que justement ce devoir de mémoire, tu es en train de te l'approprier. Tu t'es tellement rendu compte qu'il y avait des choses à en dire que finalement, tu vas le décliner. Oui, 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 enfin, moi j'aime beaucoup écrire là-dessus, mais je crois qu'il y a, oui, je ne sais pas si je vais me spécialiser, mais j'ai du mal à aller ailleurs, c'est vrai. Mais j'ai en même temps besoin, comme avec Mes Nuits avec Iggy, il y a des moments où j'ai besoin de faire autre chose. Parce que Voilà. c'est pour ça aussi Mes Nuits avec Iggy, c'était une façon de se documenter, parce que je me suis beaucoup documentée sur Stravinsky et sur Iggy Pop, sur Mhm. que ce soit les artistes ou leurs œuvres. Donc là aussi, j'ai fait des recherches. Parce que j'aime bien faire des recherches quand j'écris, sinon enfin voilà, j'ai besoin. Mais j'avais besoin d'un sujet aussi qui soit pas lié à la guerre, qui soit aussi autre chose. Oui, Voilà, donc plus contemporain, plus... Oui. Mm. ouais, mais en même temps, c'est aussi sur le pouvoir de la musique, c'est aussi sur une façon de travailler Oui. sur la mémoire, puisque les gens qui sont plongés dans les expériences de mort imminente euh, alors ceux qui en reviennent racontent, enfin, oui, parce que les autres racontent pas forcément, racontent ce qu'ils entendent, comment ils se voient, et il y a aussi, ils se souviennent de certaines choses et pas d'autres. Et là aussi, en fait, la mémoire, qu'elle soit collective ou individuelle, me fascine pas mal, quoi. Donc, il y a le truc. Faire des recherches là-dedans me plaît bien. Et le tout premier livre que j'avais écrit, qui Mm. s'appelait Journal d'une petite graine, c'était l'histoire Oui. d'un bébé qui raconte sa vie dans le ventre de sa mère. Et en parallèle, il y avait la vie de la mère qui ne savait pas qu'il était là, donc c'était assez rigolo. Mhm. Et là aussi, c'est une histoire de mémoire parce qu'on se souvient, personne ne se souvient de ce qu'il a vécu les 9 mois dans le ventre de sa mère, et pourtant il s'en passe des choses.
pendant ces 9 mois. Donc c'est ça que je me suis amusée à raconter. Il y a toujours la mémoire, il y a l'histoire m'intéresse beaucoup, cette période m'intéresse Oui. particulièrement, mais toutes les formes de mémoire m'interpellent, voilà, m'interpellent Ah oui, vraiment. et la sensibilisation aussi, sensibiliser le lecteur, parce que justement, la petite graine, il est question d'humanitaire, il est question d'un voyage humanitaire, donc il est quand même question d'une certaine prise de conscience et de quelque chose à côté. Et d'ailleurs, tu me tends la perche parce qu'en fait, ton héroïne dans la petite graine, elle s'appelle Marie. Mm. Qu'est-ce que tu as mis de toi dans ce personnage alors que c'est marrant parce que ce livre, il a été écrit sous pseudo et pourtant ton héroïne a ton prénom. Ouais. Comment tu m'expliques ça? Alors, je sais pas comment je l'explique parce que je crois que ça, j'ai pas trop. En fait, ça s'explique parce que le pseudo était pas tout à fait un pseudo. Dominique est mon premier prénom, Marie est mon deuxième prénom. Et j'ai publié, et à l'époque où j'ai écrit Petite Graine, Dominique était encore mon prénom usuel. Et Marie est devenue mon prénom usuel suite à l'accident que j'ai évoqué tout à l'heure et suite. D'accord. Et puis voilà, j'avais envie de prendre comme nom aussi d'autrice. Et donc c'est vrai quand je l'ai écrit, c'était pas encore et je pensais même pas le prendre en prénom usuel ni en prénom d'autrice. Donc c'était peut-être inconscient finalement de mettre déjà en avant ce prénom que j'avais envie de prendre en prénom usuel et qui était le Oui, mien, qui était déjà le mien, mais dont je ne me servais pas. Donc il y a peut-être oui. une part. Sûrement, puisque Ouais. ça apparaît en plus bizarrement dans le premier livre que tu as terminé. Oui, Parce dans que le justement, premier. comme tu l'as dit, tu jetais tout. Et celui-là, non seulement tu le jettes pas, mais tu Ouais. vas au bout et tu le publies. Et c'est celui où ton nom apparaît dedans. Et c'est, oui, où ton prénom, Ouais. ton futur prénom apparaît dedans. Donc, il y a quelque chose vraiment qui s'est passé. Ouais, puis en plus, c'est un livre sur la Ensuite, gestation. Donc, ouais, il doit y avoir quelque chose à trouver là. oui. Ouais, Je pense qu'il y a quelque chose de effectivement. sympa là-dedans. Et c'est Iggy, c'est la musique, c'est une autre de tes passions qui te permet finalement de switcher et de prendre le nom de plume que tu as aujourd'hui et que tu garderas vraisemblablement. C'est-à-dire que Iggy, je l'ai écrit allongé suite à mon accident. C'est vrai, oui. Alors moi, je l'ai pas. Le premier chapitre de Mes nuits avec Iggy démarre par un accident. La description de l'accident, c'est l'accident que moi j'ai Waouh, d'accord. eu. Et j'ai écrit ce livre allongé. Donc effectivement, la musique, c'était pas mal parce qu'on ne peut rien faire. Puis bon, Iggy Pop, je l'avais déjà vu en concert. Enfin bon, j'aimais bien Iggy Pop. Il m'est pas tombé dessus à ce Oui, moment-là. Mais parce qu'il y a une des dates qui correspond, voilà, le vraiment à son concert concert. Oui. au Polideportivo de Anoeta, j'y étais. Enfin, il y a du vécu dedans. Après, l'expérience de mort imminente, je ne l'ai pas vécue. Et puis, je n'étais pas fan comme autant que l'héroïne non plus. Je n'étais pas à lui courir après. Donc voilà. Mais Ce sera ma dernière question là. Justement, c'est génial. À chaque fois, tu me tends la perche, c'est top. Et la dernière question, justement, ce sera sur la psychologie, parce qu'on en parlait justement par rapport à la gestation dans lequel tu mets ton prénom. Il y a la psychologie, bien sûr, de Purana, mais qui demandait à être encore plus creusée, où il est question dedans, dans tes deux personnages, d'un psychiatre. Dans Iggy, tu parles de l'érotomanie, puisque cette femme qui est complètement folle d'Iggy et d'expérience de mort imminente qui touche directement au cerveau et au conscient inconscient. Donc voilà, j'aimerais que pour la dernière question, tu m'expliques aussi pourquoi est-ce que sans en avoir l'air, indirectement et directement, tu mets aussi beaucoup de psychologie dans tout ça. Ça m'intéresse beaucoup la psychologie, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est l'origine un peu de beaucoup de choses, notamment quand je me questionne sur la guerre et sur les camps, pourquoi c'est arrivé, faut aller fouiller un peu dans la psychologie humaine. Après, comprendre la psychologie humaine, vaste sujet, mais oui, ça m'intéresse, beaucoup de choses se passent là-dedans, notamment il y a un personnage dans L'Enfant sur le toit qui s'appelle Hermann Schuller. Et Hermann Schuller, c'est un nazi dans le camp.
le personnage est inspiré. C'est d'un témoignage allemand que j'ai trouvé. Ils étaient difficiles à trouver, mais alors celui-là, il était assez édifiant. C'est Oskar Gröning. Oskar Gröning, c'est un Allemand qui a vraiment existé, qui était dans le camp d'Auschwitz, qui était comptable à la base, et qui après, dans le camp, a occupé à peu près tous les postes, on va dire. Il a vu toutes les phases, il a été témoin de toutes les phases de la solution finale. À la fin de la guerre, il a été arrêté, mais pas emprisonné, pas inquiété. Il est retourné vivre en Allemagne. Il a vécu normalement pendant un certain nombre d'années sans se vanter de ce qu'il avait fait dans le camp, sans en parler, mais il a vécu normalement. Jusqu'à ce qu'arrivent les négationnistes. Et à ce moment-là, Oskar Gröning s'est élevé contre les négationnistes en disant non, ça a vraiment existé, j'y étais, j'ai vu ça, j'ai fait ça, et il a commencé à tout raconter. Et il a dit, bon, comme tout le monde, il a dit j'obéissais aux ordres, mais en même temps, il a quand même dit, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Et en même temps, je ne supporte pas qu'on dise que ça n'a pas existé parce que ça a existé. Alors là, vous parlez de psychologie. Lui, c'est un sujet pour étudier la psychologie humaine qui est assez passionnant parce qu'un témoignage comme ça, c'est assez. Alors j'ai recherché après son histoire, son grand-père qui a combattu en 14, il voulait lui ressembler, il rentre dans les charnozes, il rentre dans tout, il passe dans tous les. Pour porter l'uniforme, Alors je fouille la psychologie, je la comprends pas forcément, mais oui, c'est intéressant parce que notamment ce témoignage-là, il questionne vachement la psychologie des personnages. Parce que c'est. Et donc, lui, je m'en suis inspirée pour mon personnage. Donc, c'est pas Hermann inspiré Struer. que de faits réels. C'est inspiré aussi de personnages réels dont tu cherches, par tes recherches, à aller décortiquer et comprendre la psyché Oui. au-delà des agissements et au-delà de l'histoire. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je sentais ce côté psycho et que je cherchais. Alors, je cherche. Et lui, par contre, devient. Je n'ai pas utilisé la personne d'Oskar Gröning dans mon roman parce que je voudrais. Autant le personnage est inspiré de son passé, de son parcours. Quand je décris son passé et quand je décris comment il est arrivé à Auschwitz en passant par le grand immeuble de Berlin, ainsi de suite, tout ça, c'est vraiment Oskar Gröning. C'est vrai. C'est ce que j'ai retrouvé sur cet homme. En revanche, à partir du moment où il est dans le camp, c'est mon personnage. Le reste est inventé. C'est pour ça que c'est un personnage fictif. C'est parce que pour avoir cette liberté de mêler ensuite des choses. Parce que si j'avais pu retrouver exactement tout ce qu'il a fait dans le camp, peut-être je l'aurais mis, comme j'ai mis pour les médecins, par exemple, les commandants des camps. Il y a beaucoup de personnages qui sont des personnes qui ont existé et qui sont dans leur rôle. Parce que là, j'ai pu amasser suffisamment de documentation pour avoir matière. Lui, j'ai trouvé beaucoup de choses, mais après, bon, pas suffisamment pour le mettre vraiment dans sa personne. Donc, c'est pour ça que c'est un personnage fictif, parce que la deuxième partie est totalement inventée. Voilà. Mais la psychologie, oui, bien sûr. Donc, au-delà de cette période, puisque le prochain sera toujours sur cette période, est-ce que tu as déjà, maintenant que tu as mis le pied dedans, maintenant que tu as goûté à la publication, à l'édition de tes écrits, est-ce que tu as déjà d'autres idées, d'autres envies, d'autres personnages qui te chatouillent? Oui, j'ai un autre projet sur la mémoire traumatique, voilà, sur son fonctionnement. J'ai un projet là-dessus. D'accord, donc un peu plus psycho. Voilà, on va partir sur la Oui, c'est celui sur l'histoire qui est en cours, mais qui est en cours de recherche. L'autre, il est plus avancé dans l'écriture. Après, ça ne veut pas dire qu'il sera fini avant, on ne sait pas, mais peut-être, je ne sais pas. Mais génial. Voilà. Mais l'autre demande encore beaucoup de documentation. Donc, il va falloir que je me déplace, il va falloir que je fasse pas mal de choses. Mais il se construit dans la tête. Génial. C'est super. Ben, merci beaucoup. Merci pour ces questions. Merci. Merci beaucoup donc à tous les deux pour cet échange. Et il y a encore deux belles questions qui sont arrivées. Juste avant de répondre aux questions, Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet échange avec Séraphine? Alors que ça, comme on dit souvent, c'est le grill de l'émission. J'aimerais avoir ton avis sur ce grill. Je l'ai pas ressenti comme un grill, moi, mais non, ça va. Non, elle décèle des trucs, c'est intéressant.
Intéressant. Oui, oui, elle va fouiller. Bah, c'est intéressant parce qu'elle va fouiller plus loin que derrière les lignes, quoi. Donc c'est bien. Puis bon, Entre comme en l'encre et les plus, elle, mots. elle a vu Mm. juste, alors. Bon. Exactement, on l'a bien senti, effectivement. Voilà, Voilà. d'où le titre de cette émission, Entre l'encre et les mots. C'est ce qui nous intéresse, c'est de parler de Oui, vos ouais. œuvres ou les auteurs et vraiment de nous consacrer à vous qui vous êtes réellement. Donc, il y a Marie-Pierre Clamins, qui, puisqu'on a un petit peu de temps quand même, on va en profiter, qui nous dit, avez-vous imaginé, Marie, écrire les bontés de certaines personnes de cette époque pour justement contrebalancer l'horreur? Euh, j'ai pas imaginé écrire. Il y en a eu, heureusement, des bontés. Euh, j'ai pas imaginé écrire là-dessus, mais quelques-uns de mes personnages dans ce livre reflètent un peu cette bonté-là. Le psychiatre, Günther Smith, qui a d'une certaine manière besoin de se racheter à un moment donné. Et puis à la fin, quand j'évoque les réseaux qui ont sauvé les enfants juifs, j'évoque un peu ça, un peu les bontés. Après, non, j'ai pas eu l'idée d'écrire que sur la bonté de certaines personnes. Mais il y en a d'autres qui le font. Il y a des films là-dessus. C'est bien de le faire aussi. Mais non, c'est pas une idée qui me... En fait, je crois que si j'écrivais là-dessus, j'aurais trop peur d'effacer, en mettant en avant trop la bonté, d'effacer les faits. Et moi, je me sens pas de le faire. Mais il y en a qui le font très bien. Justement, ça peut rejoindre une question que Sonia posait en coulisses. Ouais, ça me faisait penser un peu à la liste de Schindler, en fait, Ouais. par moment. Voilà, avec le psychiatre et tout ça, qui... Voilà, j'ai eu des petits moments où, voilà, j'avais un petit rapport à Mm. ce film et du coup, voilà, c'est pour ça. Donc, comme là, vous en parlez, c'est bon. Ouais. Oui, oui, la liste de Schindler, ben, ça montre la bonté. Il y a eu le film Une vie, là aussi, avec Anthony Hopkins, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est sur cet homme qui a sauvé je ne sais plus combien d'enfants juifs et il en a retrouvé un certain nombre. Oui. Il y en a, heureusement, heureusement qu'il y a eu des gens comme ça. Euh, et c'est bien d'en parler, c'est bien d'en parler. Mais pour l'instant, je me sens pas. Alors peut-être ça viendra un jour, mais pour l'instant, je me sens pas de le faire. J'ai peut-être pas trouvé l'angle pour le faire aussi, mais bon, je dis pas que je le ferai jamais, hein, peut-être, mais Mm. pas pour l'instant. Voilà. Et il y a Laurent qui demande par rapport au devoir de mémoire dont on parlait tout à Mm. l'heure et qui a été le fil de cette émission. Que diriez-vous, Marie, aux nombreuses personnes qui disent qu'il faut oublier le passé, voire son propre passé? Oublier le passé. Oublier le passé, comment on peut oublier le passé? Ça veut dire qu'on vient de nulle part, qu'on n'est rien, qu'on est. Bah, oublier le passé. Alors après, entre le devoir de mémoire ne veut pas dire ressasser le passé. Je pense que la mémoire, elle est importante. Le passé, il est important pour s'en servir, pour mieux avancer. Faut pas rester dans le passé pour rester dans le passé. Effectivement, ça mène à rien et on tourne en rond et il n'y a pas d'utilité. L'oublier, pour moi, comment on peut oublier tout? Les gens, déjà les gens qui sont amnésiques, qui n'ont pas de passé, qui n'ont rien, mais c'est terrible en fait. Et je sais pas, ça veut dire qu'on est. Non, moi, oublier le passé, pour moi, j'espère que j'oublierai jamais mon passé, que je n'aurai pas une de ces maladies qui font qu'on perd tout. Mais après, non, ressasser non plus. C'est le devoir de mémoire, c'est se servir de ces expériences, enfin, nos expériences, notre passé, se servir de notre expériences, les bonnes, les mauvaises, en fait, c'est ça qui nous fait avancer aussi, c'est notre passé. Et le devoir et la mémoire collective, c'est pour éviter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit à quoi ça sert le devoir de mémoire, pardon, quand on voit ce qui se passe dans le monde, effectivement. Mais en même temps, je veux garder cet optimisme de croire que ça peut peut-être servir quand même à un moment, même si là, on n'est franchement pas dans le moment, mais bon. Faut garder moi, je veux garder cet espoir-là et cette utilité-là. À tort ou à raison, ça, tout se discute, hein, mais Oui. cet optimisme. Voilà. Et
Bah, en tout cas, Laurent nous dit merci Marie de votre réponse qui va dans son sens. Donc vraiment, il vous remercie Marie. Et moi, j'aurais aimé avoir l'avis de Séraphine justement sur l'extrait de Marie qu'on a diffusé tout à l'heure, puisqu'on rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, que tu es avec nous ce soir, Marie, pour nous parler de ce livre, L'enfant sur le toit, hein, qui, on l'a vu, hein, inspiré de faits réels. On a eu l'extrait de Marie et je voyais effectivement Sonia nous en a parlé, et encore aussi elle nous en a parlé. Mais toi, Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'extrait? Est-ce que je te voyais en coulisses, t'étais pas bien? Ah, moi, elle a poussé mes rides. Moi, j'ai passé l'extrait à faire ça. J'étais complètement crispée du visage et des doigts. Oui, on le sait. Oui, on le sait. Oui, on en a déjà parlé. Oui, on a vu des films. Mais à chaque fois qu'on le relit vraiment, qu'on l'entend, qu'on le revoit, on y est, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance quand même à l'oublier. On a beau le savoir, on a beau... Voilà, à chaque fois qu'on le réentend, on a une facilité à se projeter dans l'instant, à les imaginer. Et c'est... Alors, on a la chance, enfin, j'allais dire c'est une torture. Non, heureusement, ça l'est pas. Ça l'est pas réellement, mais en tout cas, pour les émotions et pour l'empathie, c'est terrible. C'est super dur. C'est affreux. C'est affreux. Et ben, en tout Et cas, oui, effectivement, merci. le plus jamais, ouais. C'est un livre plus jamais, c'est ça. Voilà, C'est ça. comme a dit Sonia, hein, c'était les derniers mots de ta chronique, chère Sonia. On rappelle, hein, Sonia, qu'on peut retrouver tes chroniques sur tes réseaux sociaux, hein, et aussi tu les partages hein, régulièrement, hein, donc tes réseaux sociaux qui sont là sur Facebook, Sonia Croqueuse de livres, et sur Instagram également. Voilà, on peut retrouver tes chroniques. Hein, et puis, comme tu le dis souvent, les chroniques appartiennent aux auteurs, hein, donc ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Sur TikTok aussi. Voilà. Oui, sur TikTok, parce que j'aime bien mettre une musique qui va avec le thème du livre. Donc là, je suis en train de chercher D'accord. pour celui-ci quelle musique ira le mieux. Il va falloir que Eh ben, écoute, je mette TikTok alors. Je sais pas TikTok. Je vais mettre. Merci. En tout cas, merci à toi. Je vais juste laisser Sonia et Séraphine dire le mot de la fin avant de présenter rapidement les auteurs qui viendront la semaine prochaine. C'était un live prenant et Sonia. émouvant, je trouve. C'était très émouvant et justement, c'est des lives aussi qui font du bien, malgré la dureté du sujet. C'est un live qui a fait du bien. Merci, oui. Merci à toi. Séraphine. Oui, non, je lisais du coup, pardon, ça m'a perturbée, mais oui, je pense que c'est ça, c'est J'ai vu. avoir parlé de tout ça, mais sans, comme on disait, pour pas tomber dans le pathos, c'était sans condescendance, c'était pas larmoyant non plus, c'était très juste, très sincère, c'était factuel, c'est factuel malheureusement. Et donc, il y avait, voilà, j'aime bien le fait qu'on soit capable d'en parler sans pousser le trait et sans en faire du commercial finalement, comme on disait pour l'écran. Ouais. On ne joue pas avec les sentiments des gens, on ne joue pas avec la réalité, elle est là. Elle est là. Merci à toi, Séraphine. Et toi, Marie, alors je te laisse le mot de la fin avant de présenter l'auteur qui viendra la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont venues nous écouter ce soir, enfin t'écouter ce soir, ou pour nos deux amis en bas? Merci à tout le monde, à ceux qui sont venus écouter, à vous, aux questions. Oui, c'était intéressant, vos chroniques et les questions. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est ça, c'est la mémoire, mais je voulais pas tomber dans le spectacle. Parce que la mémoire est importante, le devoir de mémoire, mais avant tout, c'est le respect. Je crois le respect des gens et le respect des descendants. Et on leur doit au moins ça, je crois. C'est la mémoire et le respect. Voilà, si on peut pas effacer, réparer, mais on peut se souvenir et respecter. Je crois. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que vous avez aussi dit dans vos analyses. Et donc, merci pour ça. Voilà. Eh ben, merci à toi, Marie. On rappelle hein, qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Marie Alandiga, et également sur
Instagram. Tu étais avec nous ce soir pour nous parler de ce livre L'enfant sur le toit aux éditions d'Avalon, hein, édition d'Avalon, qu'on remercie également à tes souhaits, Sonia, qu'on remercie donc pour la réalisation de ce live. Et je rappelle que mercredi prochain, parce que là on était sur le dernier live du mois de mai, et qu'on commencera le mois de juin de manière exceptionnelle, puisqu'on recevra une auteure qu'on connaît bien dans cette émission, fidèle de l'émission, notre cher ami Dominique Guénin, qui viendra donc nous présenter, on l'a vu tout à l'heure, son livre Un sourire pour Chouloun aux éditions Rédactives. Donc encore une fois, une maison d'édition qu'on adore mettre en avant dans cette émission. J'aimerais que Sonia nous en dise 2-3 mots sur ce livre. C'est un... Alors, j'arrive pas à le qualifier parce que c'est en même temps, il y a une enquête, il y a une disparition inquiétante, tout ça. Il y a la transition écologique, on en parle énormément, tout ce qui est réchauffement climatique. On va se promener en Mongolie intérieure et c'est un livre en fait qui fait voyager, qui fait réfléchir et un bon mélange en fait pour un bon moment. Donc, j'ai hâte de revoir Dominique pour en parler avec elle. Eh bien, écoutez, je sais qu'elle a super hâte et qu'elle a hâte d'écouter vos questions. Justement, elle a plein de choses à dire. Pas mal de facettes, hein, notre chère amie Dominique. Elle est auteure, elle est artiste, elle est gentille, elle est adorable. Voilà, c'est notre Domi à nous, elle le sait. Donc, on la verra Une avec nous. peintre avec du Donc, talent, j'en rajoute exprès. Une peintre avec du talent. Pleine de talent. ah oui, ben, je sais qu'elle nous écoute ce soir et là, je sais Ah qu'elle ouais, sourit ou qu'elle doit rigoler devant son écran. Voilà, en tout cas, merci à vous. Donc, on se retrouve donc mercredi prochain avec Dominique. Et je vous rappelle qu'on peut retrouver cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook et YouTube le mercredi et le vendredi à 19h30, où vous l'avez vu, on passe 1h30 ensemble avec les auteurs pour parler littérature, parler histoire, parler de plein de choses. Donc, lisez des livres, allez sur les salons, on le dira jamais assez, pour rencontrer les auteurs, allez soutenir les auteurs sur leurs réseaux sociaux. Je sais que ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, comme dirait Sonia, mettre des commentaires sur leurs livres. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas, Marie? Oui, on aime Voilà. beaucoup avoir un Donc, retour de lecture. Ouais. C'est très important. voilà. En tout cas, merci à vous. Merci. En tout cas, merci à vous. Faites vivre les livres et puis bientôt, on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour de nouveaux numéros d'Entre l'encre et les mots. Bon week-end à tous. À mercredi. Ciao, ciao. Bon Bon week-end. week-end. Au revoir.